Pourquoi? Comment ça, pourquoi? T'as jamais vu un test atomique en te demandant comment c'est possible? Bah moi, ouais. Et y a qu'un seul moyen de le savoir. On va construire une bombe nucléaire de zéro. Comme vous le savez sûrement, on va devoir se procurer de l'uranium. Mais pourquoi? Ouais, maintenant c'est une bonne question. Pourquoi? Il a quoi de si spécial? Parce que pour l'obtenir, ce petit gars, bordel, c'est une galère. Tu peux en trouver à l'intérieur du pêche-blinde, un matériau radioactif qu'on minait autrefois en France, surtout dans le Limousin. Il y a sûrement moyen qu'en allant dans une ancienne mine, t'en trouves encore. Et pars pas trop vite avec ta pioche et ton couteau, parce que dans le pêche-blinde, il y a environ 50 à 80% d'uranium. Allez, disons 65%. Et dans ces 65% d'uranium, il y en a qu'environ 0,7% qui peut être utilisé pour faire la bombe qu'on crée aujourd'hui. Car on va pas passer par le plutonium dans cette vidéo. Et cet uranium ultra rare, l'uranium 235, il nous en faut 64 kilos pour recréer la bombe qui a décimé Hiroshima. Ce qui veut dire que, en supposant qu'on soit béni des dieux et qu'on ait zéro perte lors de l'enrichissement dont on reparlera, il y a 4,55 grammes d'uranium 235 dans 1 kilo de pêche-blinde. Il faut donc que tu mines environ 14 tonnes de minerai. Ah bah j'espère que t'as pas mal de congés à poser mon pote, hein. Ok bah je l'achète au pire. Bonne idée ça. Ça s'achète sous forme de yellow cake. Ouais non, ça se mange pas. Pour faire court, tu prends ton pêche-blinde, tu le traites et t'obtiens cette poudre concentrée d'uranium à au moins 80%. Donc, dans le meilleur des mondes, il nous faut environ 11,5 tonnes de yellow cake. Ça se vend autour des 180 € le kilo, soit 2 millions d'euros juste pour la matière première. Bref, tout ça pour dire, qu'est-ce que cet élément a de si spécial pour justifier tous ces efforts? S'y ressembler au bismuth, je comprendrais. Mais là, bah vas-y, argumente, on t'écoute. Pour comprendre pourquoi on a besoin de lui, revenons à ce qu'on souhaite créer. Une giga-explosion. Pour qu'un truc pète, il faut qu'on réussisse à créer une grosse quantité d'énergie dans un volume limité. Cette énergie va convertir tous les matériaux présents en un gaz chaud et compressé. Ce qui fait qu'on se retrouve avec un gaz soumis à une pression énorme dans un tout petit espace. Ce gaz va donc vouloir se dilater, s'étendre pour occuper un espace convenable et ce faisant, il va percuter et emporter avec lui toutes les molécules sur son chemin avec une force inouïe. C'est l'onde de choc. Et si c'est toi qui se trouve sur le chemin, il t'arrive la même chose qu'à la molécule d'air. Tu subis d'un coup une pression énorme, ce qui généralement va te tuer. Et si jamais ça n'a pas suffi, vu qu'on a plein de molécules d'air qui se sont barrées, on a une pression très faible maintenant, un vide qui se crée, que l'air va vouloir ensuite combler, en revenant rapidement remplir cet espace. C'est le souffle négatif qui est là pour t'achever. Oh, la nature est bien faite quand même, hein. Alors pour avoir cette fameuse énergie rapidement, le moyen le plus courant, c'est d'utiliser de la chimie. Et je vais pas vous mentir, j'ai été sacrément rouillé sur la chimie. Ça fait depuis la prépa il y a 10 ans que j'en ai plus fait. Ce qui me permet de répondre à une question qu'on me pose souvent, comment est-ce que tu sais tout ça? Eh ben je le sais pas. Je l'apprends en lisant des papiers, des bouquins, des sites, sauf que contrairement à la prépa, j'ai plus de profs pour répondre à mes questions, plus personne pour lever ce doute sur un point précis qui permettrait d'avoir enfin le déclic pour tout comprendre. Et c'est là qu'intervient l'IA. J'adore l'utiliser comme tuteur, sauf que parfois elle délire ou fournit une réponse pas satisfaisante. Mais un moyen rapide et efficace de contrer ça, c'est de poser la même question à un autre modèle et de comparer. Et comme tu peux le voir avec mon interface là, je l'ai fait en un seul clic. C'est un super gain de temps. Et ça, c'est parce que j'utilise Mammouth AI, le sponsor de la vidéo. Une plateforme française qui, pour 10 € par mois, soit moins que tout autre abonnement à une IA individuelle, te permet d'avoir accès à tous les derniers modèles d'IA. ChatGPT, Claude, Grok, Mistral, Gemini, Perplexity, tous. Tu peux passer de l'un à l'autre en un clic. C'est super pour les tester. Et c'est pas parce que c'est moins cher que t'as moins de fonctionnalités. Tu as accès à la génération d'images, à la recherche avancée de Perplexity, ou encore en mode dictée vocale de ChatGPT. Le tout en respectant le RGPD. Les données sont stockées en Allemagne et ils appliquent une politique zéro rétention. Donc les fournisseurs ne gardent pas tes prompts. Si ça t'intéresse, je te mets un lien en description. Bon, on en était où? Ah oui, comment utiliser la chimie pour tout péter? Par exemple, pour la TNT, on va créer cette molécule solide dans laquelle personne a envie d'être là. L'azote a envie de se barrer pour devenir du gaz et l'oxygène voudrait se lier soit au carbone, soit à l'hydrogène. Sauf que les liaisons chimiques les empêchent de former ces gaz. L'idée, c'est donc qu'on va créer une onde de choc qui a assez d'énergie pour briser les liaisons d'une infime partie de la TNT. Les molécules se réarrangent pour former du gaz et ce faisant libèrent de l'énergie. Énergie qui suffit pour briser les liaisons de ses voisins et ainsi de suite. Une réaction en chaîne qui fait que notre TNT se transforme principalement en gaz. Gaz qui, normalement, prend beaucoup plus d'espace que quand tout était sous forme solide, donc on obtient d'un coup une grosse quantité de gaz chaud contenu dans un volume beaucoup trop petit. Et la suite, on la connaît.
Bon, ça suffit pour faire exploser une voiture, ça. C'est mignon. Mais nous, on veut exploser bien plus que ça. L'équivalent de 16 kilotonnes de TNT pour Hiroshima. Et c'est pas la chimie qui va nous permettre d'y arriver, c'est la physique. On va utiliser l'énergie nucléaire. Et dans le cas d'une bombe à fusion, dont on parlera brièvement, c'est littéralement l'énergie des étoiles. Ouais, je pense pas qu'on arrivera à faire mieux que ça. Les gens n'ont aucune idée de l'énergie contenue dans la matière. Pourtant, ils connaissent tous très bien la formule qui la décrit. E égale mc2. L'énergie équivaut à la masse multipliée par une constante, la vitesse de la lumière au carré. Et la vitesse de la lumière, c'est gigantesque. Donc même si on prend un truc minuscule, genre un trombone d'1 gramme, à l'intérieur de lui, il y a 90 terajoules d'énergie. C'est équivalent à 21,5 kilotonnes de TNT dans 1 gramme de matière. Le seul hic, c'est qu'il nous est presque impossible d'exploiter toute cette énergie. Presque. Alors d'où sort cette énergie? Et comment peut-on tenter d'en libérer une partie? La matière, c'est fait d'atomes. On a un atome d'hydrogène là, un proton qui est chargé positivement et un électron chargé négativement qui gravite autour. Si je voulais avoir de l'hélium, il faudrait notamment rajouter un proton à notre noyau. Sauf qu'un proton positif qu'on met à côté d'un autre proton également positif, ça va pas se coller ensemble. Non, ça se répulse à cause de la force électromagnétique. C'est comme quand t'approches les côtés positifs de deux aimants, t'arriveras pas à les joindre. Mais pourtant ça marche, l'hélium existe. Et il y a 2 protons dans son noyau. Pour fixer ce problème, on doit introduire un neutron. Un neutron, ça n'a pas de charge, c'est neutre, d'où le nom. Comme c'est neutre, il peut alors s'approcher très près d'un proton sans se soucier de ses forces électromagnétiques qui le repousseraient. Et quand moins de 10 puissance moins 15 mètres les séparent, les quarks qui composent le neutron et ceux qui composent le proton vont se lier via l'interaction forte. L'interaction forte, c'est ce qui permet à des quarks, ces particules élémentaires, de se lier et de former d'autres particules, comme les protons ou les neutrons. Ce lien est créé en échangeant en continu des gluons entre eux. C'est ça qui crée cette interaction forte, qui tient son nom du fait qu'elle est la plus forte des interactions fondamentales. C'est notamment 100 fois plus fort que l'interaction électromagnétique qui fait que 2 protons se rejettent. Le problème, c'est que ça ne marche qu'à très courte distance, 10 puissance moins 15 mètres. C'est pour ça que nos 2 protons ne peuvent pas l'utiliser pour se lier eux-mêmes. La force électromagnétique a une portée bien plus élevée et agit pour les séparer avant que leur quark puisse exercer cette force. Mais le neutron, lui, maintenant qu'il est si proche, arrive à avoir cette liaison et cette interaction forte. Il peut se coller au proton et cette interaction forte, comme elle est bien plus puissante que la force électromagnétique, l'annule complètement et permet d'avoir un noyau stable avec 2 protons. Un neutron, c'est un peu comme la superglue de l'univers qui maintient le tout en place. Donc on vient de découvrir d'où vient une bonne partie de cette énergie stockée dans la matière. La force électromagnétique et l'interaction forte qui toutes les deux jouent un rôle dans la création d'un atome. Comment pourrait-on faire pour libérer ces énergies et les utiliser pour tout faire exploser? Si on reprend notre noyau d'hélium tel quel, avec un seul neutron, ça marche, ça existe, mais c'est très rare. L'hélium le plus commun possède 2 protons et 2 neutrons. C'est ce qu'on appelle des isotopes. Même nombre de protons, nombre de neutrons différents. Alors pourquoi l'un existe plus que l'autre, si les deux marchent? C'est comme si tu essayais de bâtir un mur avec des briques, les protons, et du ciment, les neutrons. La configuration avec un neutron fonctionne, mais on a juste assez de ciment pour que ça tienne à peu près en place. Un coup de vent et ton mur s'effondre. Pareil, si je mets trop de ciment, trop de neutrons, ça pose également problème. J'ai tellement de ciment que ça déborde et que ça se détache de mon mur. Il faut trouver le bon équilibre. Et pour l'hélium, c'est 2 neutrons, juste assez de ciment. Ce qu'on vient d'illustrer, c'est le concept de la vallée de stabilité. La nature cherche toujours à atteindre ce plateau, l'organisation qui permet à l'atome d'atteindre cet équilibre. Et c'est ça qu'on va exploiter. Parce qu'en se réarrangeant pour atteindre un état stable, l'atome va pouvoir libérer une partie de l'énergie de l'interaction forte et de la force électromagnétique. Le problème, c'est que c'est dur à faire dans le cas de l'hélium. Avec notre unique neutron, il est quand même trop stable pour pouvoir le perturber. Mais quelque chose de très intéressant arrive quand on augmente le nombre de protons qu'on veut lier ensemble. L'hélium a 2 protons et 2 neutrons dans sa forme la plus stable. Si j'ajoute un autre proton, j'obtiens du lithium. Et on pourrait se dire qu'il faut donc 3 neutrons pour être le plus stable possible. Eh ben non. Cette fois, il en faut 4. Pourquoi? Parce que la force électromagnétique qui tente de séparer 2 protons est certes plus faible que l'interaction forte qui lie les neutrons et les protons, mais cette force a une portée bien plus grande que l'interaction forte qui ne peut coller les briques que si elles se touchent. Donc ce proton agit sur celui-ci et tente de le jarter, alors qu'ils sont loin l'un de l'autre. Et on n'a pas de colle entre les deux pour bien contrer ça. Il faut donc en rajouter davantage. Et plus on rajoute de protons,
plus la colle, le nombre de neutrons sera important par rapport à celui des protons. Mais il y a un moment où ça marchera plus. Il y a tellement de protons qui ont une force électromagnétique qui agit sur tant d'autres que nos neutrons galèrent à tout tenir en place. Les éléments les plus lourds sont donc les plus instables, ce qui veut dire que c'est eux les plus simples à perturber pour les forcer à libérer l'énergie qu'ils contiennent. Il nous en faudrait un disponible en masse sur la Terre qu'on puisse ainsi facilement extraire et utiliser. Et c'est l'uranium qui gagne à ce jeu-là. Il y en a un tas sur Terre. C'est pour ça qu'on l'utilise lui. Il existe sous forme de différents isotopes. L'uranium-238 est sa forme la plus stable, donc pas si intéressante pour nous. Par contre, l'uranium-235, cet isotope, à qui il manque 3 neutrons, lui, il est parfait. On le trouve naturellement. Si tu prends un bloc d'uranium, environ 0,7% est de l'uranium-235, d'où les chiffres du début de la vidéo. Et surtout, il est giga instable. Les neutrons arrivent à peine à maintenir le noyau ensemble. L'énergie nécessaire pour briser les liaisons entre nos neutrons et protons est extrêmement petite. Si petite qu'il suffit de lui envoyer un petit neutron pour tout démolir. Quand ce neutron se retrouve absorbé par le noyau, ça libère une petite énergie, petite mais plus grande que l'énergie de liaison, donc suffisante pour venir chatouiller les aisselles de nos neutrons et qu'ils lâchent prise. L'atome d'uranium se brise en deux. C'est la fission nucléaire. 2 nouveaux atomes se forment et 2 à 3 neutrons se retrouvent expulsés. Si on fait la somme de la masse de chacun de ces nouveaux éléments et qu'on la compare à la masse de l'atome d'uranium-235 qu'on avait au début, on se rendrait compte qu'une partie de la masse a disparu. Alors elle est allée où ? Eh bien E égale mc2. Elle s'est transformée en énergie pure. On a réussi ce dont on parlait. On a libéré une partie de l'énergie stockée dans la matière. Environ 200 mégaélectronvolts. Ce qui est ridiculement peu. Mais c'est qu'un atome. Et pour un atome, c'est énorme. Si on arrive à fissionner ne serait-ce qu'un gramme d'uranium-235, on obtiendrait la puissance de 20 tonnes de TNT. 1 gramme. Donc il nous faut continuer cette fission, fissionner plus d'atomes autant que possible. Et la fission nous offre sur un plateau d'argent le moyen de le faire. Lors de la fission, on l'a vu, 2 à 3 neutrons sont éjectés. Il suffit que 2 des 3 neutrons percutent un autre atome d'uranium pour créer 2 nouvelles fissions. On obtient jusqu'à 6 nouveaux neutrons qui peuvent à leur tour être absorbés par d'autres atomes et ainsi de suite. C'est exponentiel. C'est une réaction en chaîne qui nous permettra d'atteindre l'énergie nécessaire pour créer une explosion monumentale. Mais il y a un problème. Rien ne nous dit que nos neutrons vont taper un nouvel atome. Ils peuvent très bien s'échapper de là sans interagir avec personne. On doit forcer les probabilités. La manière la plus simple, la plus débile, et celle qu'on va utiliser, parce que je suis débile, c'est simplement de rajouter de la masse. Plus on a d'atomes d'uranium, plus les chances qu'il y en ait un sur le chemin des neutrons augmentent. La masse nécessaire pour s'assurer qu'au moins un des 3 neutrons engendre une nouvelle fission est ce qu'on appelle la masse critique. Pour l'uranium-235, elle est de 48 kg. Mais ça, c'est en supposant qu'on ait 48 kg d'uranium-235 pur, ce qui est compliqué. Pour Hiroshima, la bombe avait un peu plus de 64 kg, par exemple, et c'était pur à environ 80%. Bon, après, il y a des moyens de réduire ce nombre. Par exemple, ajouter des réflecteurs pour rediriger les neutrons vers le centre, ou alors augmenter la densité de la masse. C'est ce qui a été fait à Nagasaki, par exemple, via une implosion lors du déclenchement de la bombe Fat Man. Bon, la partie théorique, c'est fait. Il est temps de construire. Le yellow cake est notre matière première, une poudre contenant au moins 80% d'uranium, dont 0,7% d'uranium-235. Sauf que nous, on veut avoir un matériau composé d'au moins 80% d'uranium-235 pour que ça fonctionne. De 0,7%, on doit atteindre 80%. C'est l'étape d'enrichissement de l'uranium. Et c'est une tâche extrêmement compliquée et coûteuse. Le yellow cake, qui est en fait du duranate de sodium, va d'abord être transformé en un gaz d'hexafluorure d'uranium. Pour ça, on le dissout dans de l'acide nitrique, on l'oxyde, puis on le réduit avant de le faire réagir avec du fluorure d'hydrogène pour obtenir du tétrafluorure, auquel on ajoute encore plus de fluor gazeux. Et pourquoi on s'est fait chier à faire tout ça ? L'hexafluorure d'uranium, c'est un atome d'uranium entouré de fluor. Et le fluor, c'est génial, parce qu'il n'existe que sous une seule forme d'isotope. Donc nos 6 atomes de fluor seront tous les mêmes dans ce gaz. Même nombre de protons, de neutrons, tout pareil. Par contre, l'uranium au centre, ça peut être l'isotope 238 qu'on veut jarter, ou le 235 qu'on veut garder. Et à très moindre dose, ça peut aussi être du 234. Donc c'est le rêve pour faire le tri maintenant. La seule chose qui varie provient de l'atome d'uranium. Et la seule différence qu'on peut exploiter pour faire ce tri, c'est les 3 neutrons en moins de l'uranium 235. Qui dit 3 neutrons en moins
dit une masse plus légère pour l'uranium-235. Et je sais pas si tu t'es déjà amusé à faire tourner rapidement des objets, mais si tu le fais, tu remarques que les objets les plus lourds se retrouvent plus proches des bords. Bah c'est pareil pour notre gaz. Si on le fait tourner, l'uranium-238 sera vers le bord et le 235 vers le centre. On utilise la force centrifuge et on construit les fameuses centrifugeuses pour enrichir notre uranium. Mais attention, la différence de masse est ridicule. On parle de 3 neutrons, c'est que dalle. Donc il faut qu'on ait une centrifugeuse qui fasse tourner ce gaz à une vitesse énorme. Plus de 330 mètres par seconde, parfois même 600. Et même à cette vitesse, c'est pas du tout efficace. Le facteur de séparation d'une centrifugeuse est de genre 1,10. Et parfois moins. Ça veut dire que si tu prends le gaz au milieu de la centrifugeuse, on est passé d'une concentration de 0,7% d'uranium-235 à 0,7 fois 1,10, soit 0,77%. Pour rappel, on a besoin d'atteindre au minimum 80% de concentration. On est donc obligé de faire cette étape des milliers de fois. Il te faut des milliers de centrifugeuses placées en cascade. Dans la première, tu mets le gaz qu'on vient d'obtenir avec le yellow cake, tu prends ce qui est au milieu, tu l'injectes dans la seconde centrifugeuse. Rebelote, tu prends le résultat et l'injectes dans la suivante, mais tu prends aussi le reste, qui contient toujours de l'uranium-235, et tu le réinjectes dans la centrifugeuse juste au-dessus, pour le refiltrer. Parce qu'on veut rien perdre, ça a coûté trop cher. Plus tu descends dans la cascade, plus l'uranium est concentré. Et vers la fin, on atteint nos 80%. Je crois même que de nos jours, on vise les 95%. Ensuite, c'est assez simple. Ce gaz UF6 ultra concentré en uranium-235, on le fout dans un creuset scellé, on chauffe le tout à fond avec du magnésium. Ça crée une réaction chimique dont les produits sont liquides, et comme l'uranium, il est ultra dense, il coule au fond, et on peut le récupérer et avoir une barre d'uranium-235 concentrée à plus de 80%. Ok, parlons prix là. Bon, EDF va nous adorer. Pour produire 64 kg d'uranium enrichi à 80%, il nous faudra plus d'1 million de kilowattheures, ce qui coûte environ 200 000 €. Et ça, c'est sans compter le prix de construction de toutes nos centrifugeuses. Et en plus, ça prend pas mal de temps. Le processus se compte en années. Bah ouais, c'est pour ça qu'il y a eu peu de vidéos sur la chaîne. J'étais occupé. Par contre, je poste pas mal sur la chaîne secondaire. Alors abonnez-vous-y. Bon, maintenant qu'on a 64 kg de disponibles, il faut faire en sorte que ça explose quand on a envie que ça explose. Et pour ça, on va reprendre le design historique de Little Boy, la bombe tombée sur Hiroshima. On va diviser notre uranium en 2 masses sous-critiques, une de 38,5 kg, l'autre de 25,6, et pas n'importe comment. L'objectif, c'est qu'une fois réunis, les deux s'emboîtent parfaitement. La masse de 25,6 kg sert de cible, elle bougera pas. On va l'entourer de 310 kg de carbure de tungstène. Le tungstène a un rôle de réflecteur. Quand un neutron l'atteint, il y a de grandes chances qu'il ne soit pas absorbé, mais qu'il soit au contraire réfléchi. Autour de la cible, on met ce qu'on appelle des initiateurs au polonium-beryllium. C'est eux qui vont fournir les premiers neutrons qui débuteront la réaction en chaîne qu'on a vue plus tôt. L'idée est simple, le polonium est un émetteur très actif de particules alpha, le beryllium lui a la propriété de relâcher un neutron quand il est frappé par une particule alpha. On les sépare par une mince plaque d'or qui pour l'instant bloque les particules alpha du polonium et empêche ainsi le beryllium d'émettre des neutrons. Pour que tout pète, il n'y a plus qu'à ramener les 38,5 kg manquants d'uranium pour obtenir une masse super critique et de virer cette fine feuille d'or pour produire des neutrons et tout enclencher. On peut faire les deux en un coup. On va propulser l'autre masse à une vitesse de 300 mètres par seconde sur notre cible, en utilisant un mécanisme similaire à ce qu'on retrouve dans un baril de fusil, en utilisant de la cordite, une poudre explosive. Quand la masse d'uranium aura foncé sur l'autre, ça arrachera la fine couche d'or des initiateurs au polonium-beryllium, permettant aux neutrons d'être émis et de tout faire exploser. Bon, sauf qu'on aimerait bien ne pas être là quand ça explose. Pour ça, quand on va placer cette monstrueuse bombe dans un avion, on va relier son minuteur à des câbles d'armement. Dès qu'on largue la bombe de notre avion, les câbles sont arrachés de la bombe et le compte à rebours est lancé. 15 secondes. Une fois que le temps est écoulé, l'horloge ferme un circuit électrique permettant à d'autres capteurs de prendre le relais. D'abord, un interrupteur barométrique. Il mesure la pression atmosphérique et dès que cette dernière est suffisamment haute pour indiquer qu'on se rapproche du sol, il passe la main au radar de la bombe. Ces derniers commencent à émettre pour mesurer la distance avec le sol. Quand on atteint 600 mètres, on enflamme les sacs de cordite. Le projectile d'uranium est propulsé, atteint la cible, brise la couche d'or. Des neutrons sont émis, une première fission a lieu. Puis la réaction en chaîne vue plus tôt débute. Et l'énergie créée augmente exponentiellement à une vitesse folle. Une véritable course contre la montre a lieu. Combien d'atomes peuvent fissionner avant que l'énergie créée ait vaporisé absolument tous les matériaux qui constituaient notre bombe? La réponse ? 880 grammes d'uranium. Sur les 64 kg d'uranium de Little Boy, seulement 880 grammes ont le temps
de fissionner pour participer à cette explosion. Tout le reste a été vaporisé. Dans les nanosecondes qui suivent la réaction en chaîne, l'énergie produite est telle que la température grimpe à plusieurs dizaines de millions de degrés. Il fait plus chaud ici qu'à l'intérieur même du Soleil. La pression atteint des millions d'atmosphères. Tout ce qui se trouve à 200 mètres autour de la bombe est complètement vaporisé. Des rayons X sont émis en masse. Ces derniers sont absorbés par l'air environnant, qui se met aussi à chauffer et à former une boule de feu incandescente qui causera des incendies sur des kilomètres à la ronde. L'onde de choc dont on parlait au tout début de la vidéo prend le relais. Elle va tellement vite et comprime si violemment l'air qu'elle le rend incandescent. Un vent de plusieurs centaines de kilomètres/heure qui rase tout sur son passage. Tous les bâtiments, sur un rayon de presque 2 km, sont à peu près sûrs d'être rasés. Et des brûlures au 3e degré sont garanties. L'onde de choc s'arrêtera à presque 5 km de l'impact initial. D'ailleurs, si on revient à lui, on verrait que la boule de feu, devenue moins dense que l'air environnant, se serait élevée à une vitesse de 440 km/h, créant un appel d'air qui aspire la poussière et les débris du sol avec, formant le fameux champignon de la bombe atomique. Ces débris se mélangent également aux résidus de fission et deviennent ainsi radioactifs, puis sont emportés par le vent sur des milliers de kilomètres. C'est ce qu'on appelle le fallout. La rumeur dit que si tu veux être sûr d'être en sécurité lors d'une explosion atomique, faut former un pouce avec ta main et l'utiliser pour pointer le champignon atomique. Si le champignon est plus gros que ton pouce, j'ai une mauvaise nouvelle pour toi. Certains disent d'ailleurs que c'est ce test qui a inspiré la fameuse mascotte du jeu Fallout. Mais je vous avoue que ce test, je suis pas sûr qu'il fonctionne pour les bombes utilisées de nos jours. Les nouvelles rajoutent de la fusion nucléaire au mix, et ça nous fait changer de dimension, ça. On peut atteindre, en théorie, une puissance de plus de 100 mégatonnes, contre les 15 kilotonnes d'Hiroshima. Dans ce cas-là, tout ce qui se trouve à presque 7 km de l'impact est vaporisé. Tout ce qui se trouve à 70 km à la ronde va être brûlé au 3e degré. Sur 32 km, la plupart des bâtiments sont complètement rasés. Tu fais tomber ça sur Paris, t'as environ 7 millions de morts et 4 millions de blessés. Puisse-t-on ne jamais vivre un scénario où cette arme soit à nouveau utilisée. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'avais envie de tester un truc différent. J'ai envie de plus me limiter qu'à l'informatique. N'hésitez pas à me dire si ça vous plaît ou pas. Je vais aller dans l'ingénierie en général. Et puis c'est pas la fin de l'informatique, hein. J'ai encore 2-3 sujets que je pense vouloir traiter. Mais j'ai envie d'étendre. Enfin bref, c'était VDF. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à liker. Ciao ciao.